Ah, voilà pourquoi ils ont remis Bran, c'est parce qu'il commençait à manquer de matériel pour le côté chiant de Arya dans la saison précédente. Je- J'ai du mal avec ça, je vous le cache pas. Ah bon, on va parler rapidement donc de ces deux cas-là, commencer par Arya, qui est donc été reprise par Jaqen, qui est entraînée par l'autre fille, hein, avec laquelle donc elle s'entraîne au bâton en étant aveugle, avec un espèce de petit effet de montage où elle apprend à se fier à ses autres sens, et qui sont un petit peu décuplés vu qu'elle peut plus se reposer sur sa vue, tout ça, truc typique de base. Pendant que, ouais, on fait un petit montage là-dessus et qu'elle raconte sa vie une fois de plus. Elle raconte un petit peu qui elle est, ce qu'elle a vécu avant et oui, je sais, ça fait genre 3 ou 4 fois que vous nous faites le résumé. Au bout d'un moment, c'est pas la peine de le redire, hein. Je sais, je connais cette histoire, hein. J'ai suivi la série, s'il vous plaît, hein. Donc, ouais, elle finit par gagner en confiance et se montrer et dominer un petit peu l'autre fille vers la fin hein, au combat de bâton. Ce qui fait que, ouais, l'autre fille qui apparemment ouais, est elle aussi une disciple de Jaqen, vu comment elle réagit à ce qui s'est passé. Genre, oh mon dieu, Jaqen il s'intéresse plus à elle qu'à moi, je suis jalouse. Il y a un petit moment comme ça. Donc ouais, ça a l'air d'être ça en fin de compte. Et elle donc part alors que Jaqen veut récompenser Arya de ce qui s'est passé. Il lui repose la question, si tu me dis ton nom, je te rends la vue. Elle dit qu'une petite fille n'a pas de nom, tout ça, tout ça. Et à la fin, il lui dit bois l'eau, l'eau de notre fontaine qu'on a donné des tas de fois à des gens pour les buter. Elle a quelques doutes, mais il dit oh mais si tu es personne, ça devrait rien te faire. Hein. Et elle le boit, ça lui soigne sa cécité, tout ça, tout ça. Je sais pas parce que c'est un poison quand on est quelqu'un de normal, mais quand on est atteint de cette espèce de cécité, truc muche à la con là, ça nous soigne sans nous tuer. Ou bien il a changé l'eau de la fontaine, je ne sais pas. Ça se termine là. C'était pas mauvais dans la mise en scène. L'effet montage, ça fait son effet. Je reconnais, c'était plutôt sympa à ce niveau-là. Après, je le redis, c'est le problème que j'ai, c'est que c'est mystique, cryptique pour pas grand-chose ce truc, et que on pourrait facilement se passer de ça et montrer le résultat de l'entraînement d'Aria à la fin, que ce serait pareil. Une fois de plus. Mais bon, je me répète. Et je vais me répéter un petit peu quand je vais traiter de la partie autour de Bran, puisque c'est... Et au début, j'étais un peu pris dedans, mais là, on tombe un petit peu sur la même chose, le même problème que j'avais avec Arya. J'ai le sentiment que vous faites durer les choses en rendant l'entraîneur cryptique pour pas grand chose, en fait. Donc, ils sont pris amenés donc dans leur sphère mentale dans le passé pour voir ce qui est arrivé après la défaite du roi fou et lorsqu'ils sont confrontés à deux de ses partisans, semble-t-il, dont un qui était censé être la plus grande fine lame existante. Ainsi on voit Eddard Stark, son frère je crois, c'est pas clairement précisé mais j'imagine que c'est lui, et d'autres personnes qui sont venues le voir pour je ne sais trop quelle raison, pour voir sa sœur, c'est ça qui était dans le coin. Et ouais quoi, ils ont essayé de prendre des jeunes acteurs qui correspondaient vaguement à eux. Quand je dis vaguement, c'est vaguement, hein. C'est-à-dire que ouais, si je fais un effort, peut-être que je peux m'imaginer que ça grandira en Sean Bean, ça, vaguement. Mais bon, c'est histoire de dire. Et ouais quoi, donc il y a un combat entre leur petit groupe de 5-6 personnes et entre le mec, la grande fine lame et son compagnon là. Et de fil en aiguille, ça se raccourcit à seulement Ned qui combat la grande fine lame et donc Bran qui les observe en disant oh c'est incroyable que mon père ait réussi à le battre, vraiment tu le penses, et c'est là qu'il voit que son père se fait battre, mais sauvé à la dernière minute par son frère qui était juste blessé et qui l'a attaqué par derrière. Et Bran il est choqué de voir ça. En quoi c'est censé être choquant, merde? Ce genre de tactique, c'est basique. Je comprends pas pourquoi on essaye de montrer ça comme un choc. Oh mon dieu, Ned a pas réussi à battre quelqu'un de mano à mano dans ce genre de circonstances. Oh, son honneur en prend un coup. C'est comme ça qu'on est censé le montrer parce que je suis désolé, hein, moi ça fait con, hein, je trouve. Oui, ils ont combattu ensemble contre deux personnes, c'était déjà pas honorable à la base, quoi. Le seul truc, c'est qu'à la fin, c'était du 1 contre 1 pendant un petit moment, quoi. Mais ça a jamais été du mano à mano, hein.
Ned Stark, il est peut-être honorable, mais c'est pas un crétin fini non plus jusqu'au bout, hein. Il s'est dit, ouais, à un contre un, ça va être très certainement la merde. Donc, voilà. Je pige pas le délire. Je pige pas le délire de faire en sorte que Bran soit choqué de voir ça, quoi. Mais c'est un détail. Et donc, ouais, il se dirige vers l'intérieur du fort où il voulait se rendre, où se trouvait sa sœur Lyanna, une fois de plus, si je me souviens bien. Et il veut en voir plus, Bran, mais il y a le père Fouras rasé qui dit non, 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 tu ne peux pas, et il le ramène à la réalité. J'imagine qu'il voulait l'empêcher de voir la mort de sa tante, parce que ouais, il me semble que c'est à ce moment-là qu'elle est morte, semble-t-il, hein, c'est d'après ce qui a été dit dans la saison 1, entre Eddard et Robert, si je me souviens bien. Donc ouais, ok, et c'est là que Bran se dit qu'il veut pas rester là, comme lui a veillé sur les trucs sans jamais pouvoir bouger. Et le vieux lui dit, ah, attends, mais rassure-toi, tu finiras par sortir, mais d'abord je dois t'apprendre des trucs. M'apprendre quoi? Il dit tout. Tu dois connaître le passé pour une raison X que je n'ai pas expliqué parce que tu es trop con pour le comprendre tout de suite. C'est ce genre de choses, une fois de plus, j'en ai déjà parlé dans la saison précédente, mais c'est exactement le même principe. On n'explique pas ce qu'on fait. C'est-à-dire, je te montre des trucs, je fais en sorte que tu fasses ci ou ça, mais je vais pas t'expliquer pourquoi je fais ça. Je vais attendre que tu devines par toi-même, je vais te laisser totalement dans l'ombre, dans la brume par rapport à ça, parce que j'estime que ce serait pas aussi bien de te le dévoiler tout de suite, la raison pour laquelle je fais ça, et va te faire foutre. Et j'ai toujours trouvé ça con. Même dans Karate Kid, le premier Karate Kid, j'ai toujours trouvé ça con, quoi. Alors fais ci, fais ça, je t'explique pas les mouvements, hein, c'est juste toi qui dois découvrir par toi-même, c'est de la connerie. Je vous jure, hein, quand on explique à quelqu'un pourquoi il doit faire quelque chose, je vous jure, parce que ça aide beaucoup son mental, son moral à faire cette chose, hein. Surtout quand c'est pour quelque chose d'important comme ça, quoi. J'ai toujours trouvé ça débile, et le fait d'être cryptique là-dessus à ce point, c'est complètement stupide. Ça fait pas de ces personnes-là des sages, ça fait de ces personnes-là des cons qui sont énigmatiques pour rien. Voilà, je le dis tout de suite. C'est le léger problème que j'ai avec ça, parce que c'est sympa de découvrir des moments du passé des dards, et je suis content de voir ça, hein. C'était un bon petit moment, hein, de combat à 5 contre 2, contre deux gars qui étaient super doués au combat, hein. C'était un bon petit moment, mais... mais ouais, j'espère qu'on va y donner une explication à ça, et même si on donne une explication plus tard, je comprends pas pourquoi on la donne pas tout de suite, hein. Et j'ai pas le sentiment qu'on va donner quelque chose de satisfaisant, qu'on va me dire quelque chose de satisfaisant pour justifier que cette explication vient plus tard, hein. J'ai pas le sentiment une seule seconde, hein. Enfin bon, quoi, c'est le petit détail, c'était pas un mauvais moment, croyez-le ou non, et je me suis un peu plaint de ces deux passages autour de Bran et d'Arya, mais c'était quand même pas mal fait en termes de mise en scène, c'était sympa de découvrir un peu le passé des Dards, c'était sympa de faire ce petit montage où elle apprend un petit peu à être plus à l'aise avec un bâton, à mieux avoir ses réflexes, etc. Arya, c'était pas mal en termes d'effets de mise en scène, j'ai apprécié ça. C'était pas mauvais, hein. Pour ce qui a été fait d'autres autour d'Arya avant, je vous assure que c'était pas le pire, largement pas le pire. Bon, il y a énormément de choses encore qui se passent dans cet épisode. Déjà, du côté de Daenerys, elle est envoyée donc au fameux temple où doivent se rendre les veuves des anciens Khal, et où elle fait face aux autres veuves. À nouveau, elles sont super nombreuses, quoi. Ils meurent beaucoup, ces cons-là. Et où ils lui disent, ah, moi aussi j'étais jeune et fougueuse comme toi, mais tu verras ta place, tu comprendras ta place, blablabla. Ok, c'était pas particulièrement intéressant, ça mettait juste en place la situation de Daenerys. Et j'imagine que ouais, ça va être à Dario et Jorah de la sauver. Ces dragons vont faire quelque chose, peut-être pas, je sais pas trop. J'en sais trop rien, quoi. Mais si le retour des Dothraki, c'est juste pour faire cette espèce de petite menace du moment, qui, semble-t-il, ne va pas amener à grand-chose. Alors peut-être que je me plante, peut-être qu'elle va tirer quelque chose de ça, peut-être que ça va faire évoluer quelque chose, cette espèce de prise en otage de Daenerys et le fait de devoir la sauver, peut-être qu'au bout du compte, elle va en tirer quelque chose. C'est tout ce que j'espère. Enfin, ça va faire évoluer quelque chose, et pas juste, ah, regardez, les Dothraki sont mis en avant, pour qu'en fin de compte, on n'en ait plus rien à foutre d'eux, quoi, rapidement. Genre, elle est libérée, puis on n'en a plus rien à foutre, ils sont dans leur coin, puis merde.
ou de la limite ils vont tous crever et puis merde quoi. J'espère que non, hein. J'espère que ça va amener quelque chose, mais je sais pas, j'ai des doutes quand même. Hein. J'ai quelques petits doutes. Voilà. Sinon du côté de Myrrine, on a une scène très sympathique, très intéressante autour de Varys. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu afficher autant d'intelligence, de ruse pour arriver à ses fins comme avant, oui, puisque depuis 2 saisons, il a quasiment rien fait à ce niveau-là. Et donc c'est cool de le revoir un petit peu, utiliser ses talents, mais ici. Donc, ici, il a fait venir la prostituée qui avait trahi les Immaculés. Hein, un Immaculé a fait en sorte que l'Immaculé soit mort et a un peu trahi les autres, pour lui tirer les vers du nez. Seulement, il va pas aller en mode je te torture, etc. Il va lui proposer la carotte plutôt que le bâton. En disant oui, je sais que les fils de la harpie s'en prendront à toi si tu les dénonces, donc je propose de te permettre de quitter le coin avec de l'argent pour toi et ton fils. Comme ça, vous pourrez vivre une belle vie sans craindre pour votre vie. Et donc voilà, c'était bien amené, il y a un très bon échange entre eux, c'était très bon. En parallèle, on a Tyrion qui essaye de passer un peu de temps avec Vergris et Missandei, et on voit qu'ils sont pas super loquaces, pas aussi joyeux que lui. Donc il essaye un petit peu de rompre la glace sans que ça fasse grand chose. C'était un moment assez drôle, jusqu'à ce que Varys vienne donc indiquer ce qu'il en est, c'est-à-dire que oui, il a eu l'information, et ceux qui financent les fils de la harpie, ceux qui sont derrière tout ça, eh ben, c'est les dirigeants des cités, c'est-à-dire Yunkai, etc., etc. Je croyais que Yunkai avait été reprise par les Puinés, ils ont remis en place un système, mais apparemment non. C'est retombé ce truc-là. Ok, je sais que ça veut mettre en place la dure réalité des choses, la réalité froide des choses, mais ouais, j'espère que Yunkai a quand même réussi à se stabiliser un petit peu, surtout après ce qui a été mis en place, le fait qu'il a fallu faire partir les punais pour essayer d'instaurer un système plus fort qui tient mieux. J'espère qu'au bout d'un moment, quand même, ça va amener à quelque chose. Si c'est juste pour faire des tonnes de tentatives vaines et désespérées, pour qu'en fin de compte, il n'y ait rien qui évolue, le peuple soit complètement retenu dans son carcan, à ce moment-là, c'est pas que ce serait mauvais ou quoi que ce soit. Le problème que j'aurai avec ça, c'est que ça fait 2 saisons et demie qu'ils y sont, même plus 3 saisons qu'ils y sont, et au bout d'un moment, ce serait super frustrant, ultra frustrant de voir que ça n'aura amené qu'à ce que Daenerys se dise je peux rien faire, tant pis pour eux, ils ont leur destin en main, ils veulent pas le changement, tant pis on les laisse. C'est un peu ça quoi qui me fait peur. J'ai un peu peur que ça finisse un peu comme ça. Alors j'espère que non, hein. Si ça se trouve c'est moi qui me fais des fausses craintes et c'est tout ce que j'espère. Mais c'est clair et net que si c'était pour mettre en place que les gens sont difficiles à changer, eh ben fallait pas 3 saisons pour ça quoi, fallait pas s'étendre 3 saisons là-dessus, hein. Fallait arrêter ça plus tôt, hein, à titre personnel je pense, hein. Voilà, donc si ça part là-dessus, ça serait super frustrant d'avoir passé autant de temps à Myrrine et à la paix des cerfs pour ça seulement, hein. C'est le détail. En tout cas, c'était pas trop mal, hein, vraiment c'était pas mal ça, cette histoire. Maintenant il y a Tyrion qui va demander à Varys d'envoyer ses petits oisillons pour leur envoyer un message et arriver à mettre en place un plan, et on montre voilà que une fois de plus Tyrion et Varys quand ils travaillent de concert, et surtout en plus quand ils sont pas entravés par un roi de merde, ils peuvent faire quelque chose de grand. On voit que ce sont des gens qui savent bien s'organiser. La décision de relâcher les dragons reste toujours très discutable pour moi, mais en dehors de ça, ils passent encore très bien, ceux-là, je les aime beaucoup. D'ailleurs, en parlant des oisillons de Varys, on voit, suite à ça, Qyburn, hein, on fait une bonne petite transition, où là, après que Varys a parlé de ses oisillons qu'il a envoyés pour les dirigeants des autres pays, des autres villes, on passe à Qyburn qui se fait ses nouveaux oisillons à lui. C'est-à-dire qu'il il se met un peu dans la poche les anciens petits enfants qui avaient sympathisé avec
Varys quand il était là, et qui ont pas énormément grandi depuis qu'il est parti, ça fait pas si longtemps que ça en gros, et ouais quoi, en gros c'est en leur donnant des bonbons et en se faisant un nouveau petit réseau à lui quoi. Il essaye de se faire un petit peu, de se poser un petit peu en tant que nouveau chef de je sais plus quoi, des murmures c'est ça, un truc comme ça, qui doit donc bien accomplir ce qu'il représente. Donc maintenant il s'est fait un petit peu d'oisillon, il arrive à avoir de quoi se procurer des informations alors que c'était beaucoup moins simple pour lui avant. Tandis que Cersei et Jaime viennent le voir pour discuter un peu de ça, à savoir qui dit du mal d'elle, qui un peu en vrai contre elle, comment s'en sortir face à ceux qui ont tué Myrcella, etc. Ils se disent on va utiliser votre réseau maintenant. Alors sachant que ouais, ce sont les enfants de la ville. Donc en gros, ce que vous allez savoir, c'est surtout qui dit du mal de Cersei après ce qu'elle a vécu. Et donc, ouais, pour le petit souci, le léger détail, hein, pas grand chose, mais à ce moment-là, si c'est que maintenant que vous mettez en place qu'ils ont ce petit réseau d'informations pour savoir qui dit du mal d'elle, pour pouvoir s'en prendre à eux, pourquoi vous avez mis la fameuse scène dont j'ai parlé l'épisode précédent, il me semble, où il y a un connard qui dit du mal d'elle dans la rue en disant la reine Cersei, elle a voulu me sucer la queue une fois. Oui, c'est un peu plus ou moins ça, pour le faire buter par la montagne juste après. Pourquoi vous n'avez pas mis cette scène après ce passage-là? Alors, en toute sincérité, il n'y a pas grand chose à faire pour moi pour que ça ait plus de force. Ça, vous prenez ces deux scènes, dans ces deux épisodes, et vous les inversez. Et ça devient plus logique. Il y a juste à inverser deux scènes, en termes de temporalité, ça devient beaucoup plus logique. Beaucoup plus fluide. Ce genre de petit détail, quoi, qui fait un peu grossier, je trouve. Voilà, il suffisait juste d'inverser les deux pour que ça fasse de façon plus fluide et cohérente, ça. Montrer que Qyburn s'est fait un nouveau réseau, et maintenant, il y a quelque chose qui justifie que Cersei puisse savoir qu'on dit du mal d'elle. Mais non, vous avez fait ça dans le désordre, c'est un peu bizarre. C'est le genre de détail de mise en scène que je trouve discutable, quoi, parce que honnêtement, vous avez tout ça en place, pour moi, c'est assez évident que les deux scènes méritaient d'être inversées. C'est le détail, hein, mais voilà, ça montre que ça fait moins pro qu'avant, je trouve, dans, dans la narration cette série, dans cette dernière saison. Hein. Bon, j'ai vu largement pire, rassurez-vous, mais c'est histoire de dire ce petit détail. Enfin bon, après ça, on a une petite scène entre Tommen et le grand moineau Tommen qui vient lui ordonner de permettre à sa mère de voir la tombe, c'est pas la tombe, c'est je sais pas trop quoi, de sa sœur, Myrcella, parce que bon, elle peut pas pleurer sa mort. Sachant qu'elle pouvait techniquement pleurer sa mort avant qu'on la mette sur sa tombe, entre guillemets. Donc, ouais, c'est pas non plus comme si c'était ultra grave qu'elle puisse pas la voir après ça. Mais bon, c'est un détail, j'imagine. Je sais que c'est important pour elle, mais voilà, c'est tout ce qu'il demande. Et le grand Mano dit non, elle n'a pas expié toutes ses fautes. Tommen qui s'énerve en disant ouais, après tout ce que vous lui avez fait subir, elle n'a pas expié ses fautes. Et il y a un moment pour montrer une fois de plus que Tommen est très influençable avec le grand moineau qui essaye de le prendre dans le sens du poil. Et honnêtement, j'ai énormément de mal à croire qu'il soit aussi ouvert à lui après ce qui s'est passé, quoi. Je rappelle quand même que c'est le mec qui a enfermé sa femme, plus que sa mère qui a subi énormément d'humiliation après ça, ce qui devrait déjà pas mal l'énerver, il reste toujours que sa femme est enfermée. Sa femme qu'il est censé aimer, quoi. Dans la saison précédente, il était ultra frustré de rien pouvoir faire pour l'aider. Là, non, ça lui a pas en tête, quoi. Il lui fait cette espèce de petit mot doux à la con, comme quoi, tout le monde a des fautes à expier, et il est bien de se reposer sur la sagesse des autres. Je vous respecte beaucoup, mon roi, mais en tant que dirigeant, il est sage de savoir se reposer sur ceux qui ont les avis les plus sages. Ah, c'est dingue, ça me rappelle exactement ce que m'a dit mon grand-père une fois. Ah, et c'est vrai, votre père devait peut-être parler pour les dieux sans le savoir, blablabla, et il a l'air de se le mettre un petit peu dans la poche, et ouais, alors je sais que Tommen est assez facilement influençable, mais faut pas exagérer, quoi. Avec ce qu'il a mis en place, le grand moineau, j'ai beaucoup de mal à croire que Tommen se laisse savoir comme ça. Ou alors peut-être que c'est une façade qu'il renvoie. Peut-être, c'est tout ce que j'espère, parce que honnêtement, je sais que Tommen est pas le plus fut-fut qui soit, mais se laisser influencer comme ça rapidement par un petit discours
à la con comme ça du grand moineau, je trouve ça un peu grossier quand même, hein. Un petit peu grossier. À côté de ça, on a donc le nouveau grand conseil qui siège pour discuter un peu de certains sujets, certains problèmes, surtout par rapport à l'emprisonnement de la nouvelle reine, Marjorie. Hein, ils ont invité Olenna pour ça, histoire de dire que, ah, vous vous souvenez, elle est encore là, cette femme. Même si ça va servir absolument à rien qu'elle soit là. Tout ce qu'on aura, c'est une scène qui mettra de plus en plus en avant que Pycelle est une petite merde, puisqu'il médit de la montagne de Qyburn derrière son dos, et c'est à ce moment-là que la montagne avec Cersei et Jaime arrive au Grand Conseil pour essayer de s'immiscer et de dire ouais, vous savez quoi, c'est bien beau de discuter des problèmes qu'on a eu, mais il y a aussi des tonnes d'autres problèmes qui sont en passe, et tandis que oui, Cersei s'adresse à son oncle en disant oui, vous voulez pas vous intéresser à ce qui se passe à Dorne avec Ellaria qui a tué notre fille et qui a pris le contrôle du coin en renversant le roi. L'oncle de Cersei lui dit ouais, c'est bien, mais bon, on s'en fout en fait. On s'intéresse pas à vous, on veut pas de vous à notre conseil, donc on se barre. Voilà. Je sais pas trop quoi. Ça me paraît quand même être un sujet important quand même à aborder. Mais apparemment, ils sont trop fiers pour discuter de ça avec Cersei et Jaime parce que pour eux, ils les ont trop déçus, leur font trop honte pour une raison X, alors qu'avant c'était moins le cas. Je sais pas, c'est bizarre. En plus, vu le conseil ultra restreint que c'est, quoi, je veux dire, on a qui au conseil, quoi? Il y a Olenna qui était présente, histoire de dire, mais elle n'a pas été invitée non plus, c'est pas non plus un membre du conseil. On a l'oncle, hein, je vais pas m'emmerder à retenir son nom. On a le père, Tyrell, qui est là histoire de, mais vraiment histoire de, je sais pas à quoi il sert, mais vraiment, c'est vraiment l'homme qui doit être là, histoire d'être là, quoi. Et on a Pycelle. On a 3 personnes au conseil. C'est tout ce qu'on a. Ils acceptent pas Qyburn, apparemment, pour une raison X, alors que techniquement, il est censé être le maître des murmures ou un truc comme ça. Nouveau, je sais plus exactement le titre. Mais voilà, quoi. On a un conseil ultra limité et s'ils prennent à peine des décisions, quoi. Enfin, j'en sais rien. Peut-être qu'ils ont enfin pris une décision pour faire quelque chose par rapport à Marjorie. C'est tout ce que j'espère, parce que c'est vrai quand même que Olenna, depuis pas mal d'épisodes, elle est dans son coin, on la voit pas et elle a rien foutu, quoi. Alors, j'ose espérer qu'ils vont justifier ça en disant que pendant tout ce temps, elle a essayé de mettre en place quelque chose pour aider sa fille et son fils. Sa petite fille et son petit-fils, pardon. J'espère qu'ils mettront ça en place. Et le père aussi de, de Marjorie et de Loras qui reste là comme un glandu à tout suivre, en dépit du fait que c'est censé être ses enfants quand même, mais ils s'en branlent, super, c'est génial, ce type, c'est un putain de tapis quoi, il est là. J'ai un peu de mal pour l'instant, mais si par la suite on montre que le début de conseil qu'on n'a pas vu a amené à quelque chose, à une décision qui mettra en place quelque chose concernant Marjorie et Loras, ok, très bien, je serai pour. Par contre, s'ils ont encore rien foutu par rapport à ça, ils se passent un peu pour des glandus quand même. Et lorsque Cersei et Jaime viennent proposer quelque chose, eh ben, c'est les seuls qui font gaffe un petit peu, quoi, à ce moment-là. Enfin bon, hein, c'est le truc. Pour l'instant, ça évolue pas des masses. C'est histoire de mettre en place 2 3 trucs à Port-Réal, mais voilà quoi, c'est histoire d'appuyer qui est avec qui, comment sont considérés qui par rapport aux autres, chose que je savais déjà. Et honnêtement, on voit que ces problèmes de considération les aveugle un peu trop dans leur jugement, leur fait sauter des trucs de façon un peu trop stupide, de ce que j'en vois pour l'instant. Donc ça les rend pas particulièrement prenant ces personnages-là pour l'instant. Mais ça demande de voir ce qu'il y a après pour vraiment pleinement juger ça, donc on verra par la suite. Ensuite, du côté des Bolton, donc Ramsay dirige le coin, et apparemment, il y a des gens qui sont pour. Ça dérange personne. Enfin, pour l'instant, quoi. Il y a un groupe qui s'appelle les Humble, si je me souviens bien du titre, qui était vraiment au nord-nord, et ça leur plaisait de chasser du sauvageon lorsqu'ils passaient sur leur terre, et c'était un peu leur truc.
Et le petit détail par rapport à ça qui me fait grandement tiquer, si apparemment c'était leur truc de se battre contre les sauvageons parce qu'ils aimaient se débarrasser de cette lie pour eux, pourquoi ils ont rien branlé lorsque les sauvageons ont complètement décimé les villages aux alentours de Château Noir? Ils se sont pas dit, tiens, et si on faisait quelque chose par rapport à ça? Vous savez, dans la saison 4 où la garde de nuit était seule face à ça et où ils ont reçu aucune aide, vous avez rien fait à ce moment-là? Parce que là, ils viennent dire, ouais, ça nous faisait plaisir de défoncer du sauvageon, mais maintenant il est un petit peu trop au nord à cause de ce qu'a fait Jon Snow, et on aimerait votre aide pour les buter. Seulement avant, vous auriez pu buter le petit groupe qu'il y avait, hein. Vous auriez pu y aller, hein. Vous savez qui s'en prenait au village. Vous avez rien branlé par rapport à ça? Comment ça se fait que vous avez rien branlé par rapport à ça? Est-ce que ça va être mis sur le tapis? Ça, je me pose une petite question, hein. Vraiment, rapidement, hein. En tout cas, ouais, quoi, ils se sont dit, ouais, c'est pas grave si votre père est mort, c'était un con, on sait que vous l'avez buté, en dépit du fait qu'on a balancé l'histoire rapide qu'il a été empoisonné par l'ennemi, mais on s'en fout puisque c'était un con et on veut bien vous suivre. Par contre, il faudra que vous nous aidiez à nous battre contre Jon Snow et ses sauvageons, parce que maintenant ils sont de mèche et il va falloir faire avec. Et Bolton se dit, ouais, c'est bien joli ce que vous me dites, je serais pas contre lutter contre Jon Snow, mais qu'est-ce qui me prouve votre bonne foi? Et c'est là que le mec fait venir 2 prisonniers qu'il a capturés comme ça hors champ, on n'expliquera pas comment, et qui s'avèrent être Osha et Rickon. Je vais essayer de me souvenir de son nom, celui-là, le dernier né des Stark, qui jouait fait clairement pas son statut de fils cadet maintenant que l'acteur a bien grandi quand même, mais bon. Et ouais, ils ont été capturés hors champ comme des merdes. Le loup a été buté, voilà, on les a amenés pour vous, preuve de notre bonne foi. Waouh, bravo chat, super travail, hein. Ouh. Alors, le fait qu'il se fasse capturer, moi je veux bien, mais cette façon complètement rapide, balancée comme ça, de nous montrer, histoire de dire que c'était une petite formalité, et ils sont fait avoir comme ça, hors champ comme des merdes, ça fait un peu chier quand même, ça fait un peu mal au cul de voir ça. Oh mon dieu, Rickon et Osha ont réussi à s'enfuir, puis Osha, c'est quelqu'un qui sait bien se débrouiller, tout ça, eh ben non. Ça s'est fait avoir comme une merde. La 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 la. Un super retour des personnages, hein. Wouh. Mais bon, ils ont une monnaie d'échange pour eux maintenant. Ah, on détient Rickon, le dernier né de la famille Stark. Donc, j'en ai toujours pas grand chose à foutre. Voilà, mais il va enfin servir à quelque chose, j'ai le sentiment. Parce que depuis le début, honnêtement, toute l'histoire qu'on a suivie aurait pu se faire sans Rickon, hein. Mais vraiment, il aurait pas existé du tout. Pas existé du tout, ça aurait été pareil, hein. Vraiment pareil. Mais maintenant, on va lui donner un début d'importance en se servant lui comme otage. Voilà. Maintenant, il fera quelque chose, Rickon. C'est bien. C'est bien, Rickon. T'es pas là pour faire tapisserie seulement. Bon, il ne nous reste plus qu'à voir ce qui se passe autour de Jon Snow, le grand ressuscité, le nouveau Jésus de cette série, où tout le monde est super étonné de voir sa mort, lui-même est ultra choqué et déboussolé par ce qui lui est arrivé, parce que ses derniers souvenirs, c'est de s'être fait poignarder par Thor né au lit. Donc, ouais, il est un peu déboussolé. Il y a Mélisandre qui dit oh, je croyais qu'Astanis était lui des dieux qu'il fallait suivre, mais en fin de compte, ce n'était pas lui le vrai bon prince, c'est vous que le maître de lumière a choisi. Oh, elle a vite récupéré sa foi, cette conne, quoi. Et ouais, Davos lui dit attends, laisse-nous tranquille, je sais que ça doit être très dur à encaisser pour vous, c'est déjà très dur pour moi, donc essayez de vous refaire petit à petit, et c'est là que ouais, il se refait petit à petit, quoi. Il ressurgit un petit peu de ce qu'il a vécu. Les gens se disent waouh, mais qu'est-ce qui est arrivé Tandis qu'il renoue un petit peu avec Tormund et avec Ed, c'est un peu les 2 seuls derniers personnages avec qui il a un peu de lien dans cette garnison. Voilà, c'est pas mal histoire de dire voilà le retour du personnage, les liens qu'il a forgés avec cela, c'était un petit moment très sympathique. Et l'épisode se termine sur lui qui fait exécuter les traîtres. Ils étaient 4, j'avais pas l'impression qu'ils étaient si peu nombreux que ça, je trouve. Enfin bon, c'est un détail. Voilà, les 4 traîtres qui l'ont poignardé à la fin de la saison précédente, c'est-à-dire 2 mecs
dont je me fous royalement, Thorne et Holly. Alors c'est très intéressant hein, quand il leur demande à tous une dernière parole avant de les pendre. Il y a Thorne qui dit que ouais j'ai suivi ce que je pensais être juste, j'ai agi pour la garde. Et si c'était à refaire, je le referais, même en connaissant l'issue. Et tandis que il y a un moment super fort, je trouve, entre Jon et Holly, où Jon a du mal à le regarder dans les yeux et où Holly a du mal à cacher son mépris par rapport à ce qui arrive, parce que ouais, il assume totalement ce qu'il a fait jusqu'au bout et Jon sent vraiment le gâchis que c'est. Je trouve que pour quelque chose d'aussi mal foutu dans la fin de la saison 5, vous avez quand même su rebondir sur certains éléments intéressants. Je le redis, je pardonnerai jamais cette fin de saison 5 qui est insultante, mais ça veut pas dire qu'on peut pas amener des trucs intéressants après ça. Et voilà, le moment où Jon regarde Holly, les larmes aux yeux presque, où Holly accepte son destin en le voyant d'un œil dédaigneux et où il finit par accepter, par appliquer la sentence à tous en se centrant un peu sur lui, en se rendant compte de quel gâchis ça a été parce qu'il pouvait promettre tellement plus ce garçon. C'était très fort quoi. Cette fin de personnage était très forte. Même Thorne, la fin de Thorne était assez forte par rapport à ça. Au moins vous avez su amener quelque chose de bon à ce niveau-là. Voilà, c'était un petit moment de drame assez bon ça. Mais voilà, après ça, il y a Jon Snow qui se dit je vais pas rester, c'est fini pour moi. Alors il rend son manteau de Lord Commandant à Ed. Et apparemment, on peut être comme Lord Commandant comme ça, en lui disant oui, fais-en ce que tu veux, tu peux être le nouveau commandant ou pas. Toi qui vois, mais moi je quitte la garde, c'est terminé pour moi. Voilà, c'est après ce qu'il a vécu, il se dit merde, c'est plus l'âme qui est ma place. Et c'est là qu'il va enfin participer, j'imagine, au combat des Stark pour le Nord, ce genre de truc. Il va enfin essayer de faire quelque chose par rapport à ça. Et j'imagine que maintenant, ça va être lui contre Ramsay. Ce qui est quand même plus intéressant que ce qui a été fait avant en termes de conflit, puisque voilà, là je suis du côté de Jon Snow, et ce qu'il a mis en place avec le peuple libre, ben, je trouve ça très intéressant. Par contre, ouais, une fois de plus, ça veut dire que le combat contre les marcheurs blancs, il va être une fois de plus mis en parenthèse, et l'hiver, il va encore mettre son petit temps à arriver, hein. Oh punaise. Mais ouais, apparemment, ouais, ça va être la bataille entre Ramsay et Jon Snow durant cette saison 6, vu comme c'est instigé dans cet épisode, et ça peut être pas mal, hein. Je vous cache pas que si Jon Snow bat Ramsay, ça va encore le mettre en avant particulièrement lui, ce qui est un peu dommage dans un sens, parce que je serais pas contre que on mette peut-être un peu plus quelqu'un d'autre en avant. Le truc c'est que, ouais, il reste plus personne, avec la mort d'Eddard, la mort de Robb, Theon qui a été complètement réduit à plus grand chose, même si c'est un petit peu repris là. Sait-on jamais, peut-être que Theon fera quelque chose. Si c'est Theon qui finit par tuer Ramsay, ça serait très fort en termes de symbolique. Ce serait très intéressant. Mais je sais pas, on verra peut-être qu'il fera quelque chose par rapport à ça. Peut-être qu'on utilisera de façon intéressante, intelligente les Greyjoy dans ce conflit. Ça pourrait être pas mal. Enfin bref, voilà, ça va être cette espèce de combat-là. Et dans un sens, j'espère qu'on aura une conclusion à cet arc du Nord. Parce que, ouais, après, il restera plus que 2 saisons de 7 et 6 épisodes. Et ce serait cool d'amener vraiment à des conclusions, quoi, par rapport à certaines situations. Avec les épisodes qui restent, ça fait encore beaucoup de choses à gérer. Mais, ouais, il reste encore à régler le problème Myrine avec Daenerys. Il reste le conflit entre Ramsay et Jon Snow et les Greyjoy à côté qui participeront pas, et j'espère qu'au bout d'un moment on leur fera une conclusion à eux quand même. Il y a le conflit entre Dorne et Port-Réal, et le conflit à Port-Réal entre les dirigeants et la foi militante. Donc il y a encore énormément de trucs qui sont en place, et je parle même pas du conflit contre les Marches Blancs qui, j'imagine, sera le conflit final. Enfin, j'espère. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre en fait, mais voilà quoi, il y a énormément de choses qui sont en suspens et plus on approche de la fin, plus j'espère que ce sera pas trop rushé, trop expédié pour certains d'entre eux. Et c'est vraiment tout ce que j'espère, voilà. Ouais, c'était pas mal comme épisode, j'ai apprécié. Il y a des choses qui étaient un peu trop grossières,
une fois de plus. Mais ouais, ça reste dans la même veine que toute cette saison pour l'instant, quoi. Cette saison a l'air être vraiment dans la veine, ouais, des trucs qui sont passables, un peu moyens en termes de mise en scène, d'autres trucs qui sont sympas. Donc, globalement, ça fait un truc de pas trop mal. Voilà. C'est pareil pour l'épisode 1, pour l'épisode 2, pareil pour cet épisode 3. Ça va être une saison pas trop mal. Vu comme c'est parti, on verra bien. Peut-être que ce sera plus poignant, plus prenant par la suite. C'est tout ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 4. Bye.